Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée. Je ne vais pas en dire plus, je vais la laisser se présenter avec ses mots. Bonjour Marjorie. Alors, me présenter avec mes mots. C'est dur, c'est toujours très dur cette question. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur moi ? Peut-être que du coup je m'appelle Marion, j'ai 33 ans, je vis dans les Alpes de Haute-Provence, en pleine campagne. Et c'est important pour moi de le dire parce que c'est un environnement que j'adore. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans la vie ? Je suis auto-entrepreneur et j'ai créé une activité finalement sur mesure qui me ressemble. Ça n'a pas toujours été le cas et ça n'a pas forcément été un chemin très facile, mais aujourd'hui je peux dire que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup et qui est en adéquation avec qui je suis. Donc j'accompagne en fait les personnes qui souffrent de leur relation à l'alimentation et aussi les personnes qui veulent retrouver de l'énergie, de la liberté, de la sérénité dans leur vie au travers de leur alimentation. Donc je pratique une nutrition préventive et c'est vraiment pour moi la base en fait, c'est un peu comme les fondations d'une maison, j'aime bien dire ça. Et autour de ça, j'ai ajouté, on va dire, des pratiques qui, moi, me plaisaient beaucoup et pour lesquelles j'avais beaucoup d'attirance, qui sont la micronutrition, l'aromathérapie, la phytothérapie, qui viennent compléter en fait cet axe principal finalement. Et dernièrement, je me suis aussi formée en alimentation émotionnelle, donc là j'arrive à la fin de ma formation et c'était pour moi une suite logique, une continuité finalement de mon chemin personnel et de ce que j'avais envie de proposer et d'offrir aux personnes que j'accompagnerai. Donc voilà, aujourd'hui où j'en suis. Et une suite qui ne cessera de continuer, parce que te connaissant, à mon avis, tu ne vas jamais cesser de te former. Ouais. Tu es toujours intéressée par 1000 choses, n'est-ce pas ? Ouais, exact. Alors, je suis toujours intéressée par 1000 choses, ouais, et je pense que quand j'ai une idée et que je débouche sur un sujet, ça m'entraîne sur un autre sujet, sur un autre sujet, sur un autre sujet. Mais ouais, je pense que c'est déjà quelque chose qui fait partie intégrante, moi, de mon quotidien, l'envie d'apprendre, l'envie d'acquérir de nouvelles connaissances, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Et professionnellement, sans tomber aussi dans ce côté-là où il faut toujours une nouvelle formation pour se sentir toujours un peu plus légitime, etc. Je pense que c'est bien en fait de rester dans ce qui nous fait vibrer et de compléter en fait nos connaissances par aussi de nouvelles pratiques et de nouvelles approches qui peuvent venir renforcer et compléter ce qu'on met déjà en place finalement. Donc je pense que oui. Je pense que c'est un véritable atout chez toi. En tout cas, il y en a qui le vivent pas si bien que ça. Mais toi, le fait de te nourrir intellectuellement, et d'ailleurs, tu vois ce vocabulaire autour de la nourriture, mine de rien, parce que tu arrives t'as cette faculté à vulgariser, je trouve, des notions qui quand même sont assez scientifiques. Et quand tu les abordes avec les personnes, quand tu abordes ces notions-là avec les personnes, on a l'impression que c'est facile. Ouais, peut-être que c'est ce qui ressort sans vraiment que je m'en rende compte, ou en tout cas c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi, de dire qu'il n'y a pas besoin que ça soit compliqué, il n'y a pas besoin que ça soit dur. Et c'est aussi finalement peut-être ce que je partage parce que c'est ce que je suis au quotidien aussi. Moi je suis maman, donc j'ai un quotidien qui est bien rempli. Il faut aussi que ça soit pratique, il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit efficace et je vais pas en fait aller partager des choses que finalement je mets pas en place au quotidien ou que je fais pas
parce que ça me ressemblerait pas tout simplement. Donc peut-être que effectivement ce que tu perçois, c'est aussi qui je suis vraiment tout le temps et au quotidien. Et c'est aussi ce que j'ai envie de partager, et c'est ce que j'aime partager, parce que j'ai envie que les gens me connaissent avant tout pour qui je suis et pas pour ce que j'ai à leur vendre, parce que je pense que ça fait partie intégrante en fait de qui on est et de comment on peut accompagner aussi les personnes qui viennent nous voir, en étant qui on est aussi nous, et pas seulement qui on est en tant que thérapeute. Donc je pense que c'est vraiment une symbiose des deux qui se mélangent. En tout cas, dans les professions du bien-être, c'est indéniable. Et sinon, si c'est pas le cas, c'est assez fade, je trouve. Donc, ouais. Merci de t'autoriser à le faire et d'inspirer, parce qu'à chaque fois que je regarde tes stories, je me dis mais je pourrais le faire ça aussi. Ça a l'air simple. La dernière fois, je regardais le bouillon d'os, ça m'a tout de suite envie de faire un bouillon d'os. Voilà. Et pourtant, ça m'aurait paru comme très compliqué. Oh là là, ça va prendre 3 heures. Pareil pour la cuisson des légumineuses, tu m'avais fait tout un topo sur comment cuire les légumineuses. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça en fait. Voilà. Et c'est vraiment ce que je retiens de tes partages. Ouais, c'est vraiment en fait, c'est le cas. Si on n'a pas envie que ça soit compliqué, il n'y a pas besoin que ça soit compliqué. On peut simplifier, on peut faire les choses, typiquement pour les légumineuses, oui, c'est mieux de les faire tremper, c'est mieux de les faire pré-germer, mais si on n'a pas le temps de les faire pré-germer, juste on les met à tremper, et finalement, parfois on s'en fait tout un monde, et je m'en faisais aussi tout un monde, moi, avant juste de me dire, mets tes légumineuses dans un saladier et fais-les tremper, point, c'est tout, ça sera déjà ça. Et en fait, tu les fais tremper, tu vas te coucher, c'est tout, t'as rien à faire. Et le lendemain, tu les fais cuire. Alors, c'est sûr que suivant les légumineuses, ça prend plus ou moins de temps, suivant ce que tu fais cuire. Mais en fait, une fois que ça cuit, si t'es à la maison, finalement, tu les laisses cuire. Et une fois que le temps s'est écoulé, tu les égouttes. Et il n'y a pas forcément, tu vois, vraiment de choses à surveiller ou de choses à faire, si ce n'est de laisser faire. Donc ça peut finalement être simple. Ce qu'il faut peut-être, c'est juste un peu d'organisation, ou en tout cas peut-être l'espace mental de se dire qu'on a envie de préparer une recette qui nécessite peut-être des légumineuses, qu'il faut qu'elles soient trempées, etc. Et que peut-être c'est justement cette organisation ou ce fait d'y penser en amont qui peut générer aussi peut-être un petit frein. Mais sinon, au début en tout cas, parce qu'après j'ai l'impression que pour toi c'est assez devenu normal, c'est comme une routine qui est installée. Tu fais tes petites préparations et puis après tu assembles tout au long de la semaine et ça paraît à la portée de tous finalement. Ouais. Tu as toujours été attirée par la cuisine saine, la nutrition santé, ou c'est venu plus dans le tard? Ouais, alors c'est venu plus dans le tard, je pense que c'est venu avec l'âge, bien que je ne sois pas vieille, hein. J'ai que 33 ans, mais si je dois, tu vois, répertorier un peu sur le fil de ma vie, alors on va dire que c'est venu vers entre 25 et 27 ans, j'ai commencé à m'y intéresser. Là, il y a aussi eu une grosse épreuve dans ma vie qui a fait qu'en fait, au niveau santé, je me suis posé des questions. Ça m'a amenée en fait à, on va dire, à me responsabiliser. Et du coup, en fait, à prendre vraiment ma santé, si tu veux, à m'en occuper, à la prendre en main, etc. Et du coup, je pense que j'avais déjà cette sensibilité, mais mon entourage familial n'était pas forcément là-dedans. Mes parents n'avaient pas une alimentation très saine, en tout cas, ils savaient que c'était bien de manger des légumes, des fruits, etc. Mais je n'avais pas une alimentation... ils n'étaient pas du tout portés sur la nutrition, avoir le bon... l'apport suffisant en protéines, etc. Et c'est venu vraiment après, et par contre, j'ai expérimenté plusieurs choses, c'est-à-dire qu'au départ... j'étais plus sur tout ce qui est cosmétique, soins, etc., soins cosmétiques. Et puis ça a dérivé vers l'alimentation. Alors au début, c'est venu avec le fait que j'avais des migraines ophtalmiques. Et que du coup, je ne savais pas d'où ça sortait. Donc là, à ce moment-là, j'étais je pense, fin de lycée. Et j'ai rencontré un médecin tout à fait par hasard qui m'a dit « Madame, c'est les produits laitiers qui vous donnent des migraines ». Alors sur le coup, ça m'a pris plusieurs mois et plusieurs
années pour vraiment faire l'éviction totale. Bon, il s'avère que les produits laitiers me donnent des migraines ophtalmiques. Aujourd'hui, j'en suis consciente. Ça a été vraiment un chemin parce que ça a commencé un peu par ça finalement. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte de l'impact que pouvaient avoir en fait certains aliments sur ma santé. Et au fur et à mesure, j'ai cheminé. Et du coup, je te disais, tu vois, que j'étais passée par plusieurs phases. C'est-à-dire que j'ai essayé le sans gluten, j'ai essayé un peu les cures de jus, mais quand je te parle cure de jus, c'était vraiment les jus de fruits, quoi. Le jus de pastèque, qui a voilà, une charge glycémique qui est hyper élevée si vraiment on en consomme beaucoup, par exemple, et que voilà, j'avais pas du tout conscience, tu vois, de tout ce qui se jouait aussi à ce moment-là, côté besoins physiologiques et nutrition, mais c'était plus dans une recherche de... J'essaie de manger sain et de m'occuper de ma santé, mais voilà, je teste, j'expérimente. Et ça a duré bien, je pense, jusqu'à la naissance de mon fils, donc bien quelques années quand même. Bien 5 ans, ou peut-être 3 ans plutôt, ouais, je dirais 3 ans, où j'ai expérimenté, etc. Et ensuite, tu as réussi à trouver ton propre équilibre dans tout ça. Alors j'ai mis longtemps à trouver mon propre équilibre. Je dirais que mon propre équilibre, je l'ai trouvé il n'y a pas très très longtemps finalement. C'est pour ça que peut-être qu'au début j'ai dit 5 ans, parce que je pense que vraiment, ouais, je vais pas dire peut-être pas la paix, mais en tout cas la sérénité dans mon alimentation, je l'ai trouvée récemment, c'est-à-dire que ça se compte en quelques mois, peut-être une année, où vraiment, en fait je me pose pas forcément de questions, voilà, je sais ce qu'il faut manger parce qu'aussi j'ai les connaissances pour, je connais mon corps. J'ai conscience de ce dont il a besoin pour fonctionner, etc. Mais je pense que c'est récent. Bien qu'avant, j'avais quand même conscience que voilà, fallait manger des légumes. Tout le monde sait aujourd'hui ce qu'il faut pour être en bonne santé. Faites du sport, mangez des légumes, dormez bien, pas trop de sucreries, pas trop d'alcool, etc. Et pour autant, c'est pas ce qui fait qu'on est en bonne santé, ou c'est pas ce qui fait qu'on a un rapport avec notre alimentation qui est serein et qui nous convient. Donc voilà, c'était un processus long, mais du coup qui m'amène à aujourd'hui être plutôt bien et à l'aise avec mon alimentation. C'est ce que tu prônes, j'imagine, avec tes clients, tout court, parce que moi j'ai l'habitude d'avoir des femmes, mais peut-être que tu as aussi des hommes, je sais pas, de prôner le fait qu'il n'y a pas une seule méthode, mais qu'il faut trouver par le biais d'expérimentation sa propre méthode à soi. C'est souvent le regret et le reproche que je peux avoir de ce qui peut être véhiculé dans ce monde healthy, sain, etc. C'est que on nous vend une méthode toute faite, et à partir du moment où on la suit, voilà, nos problèmes seront résolus, mais c'est pas si évident que ça. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Comment tu abordes les choses, toi, avec tes clientes ? Ouais, c'est exactement ça, et je pense qu'en fait on arrive à un moment donné où on sait plus quoi manger, on sait plus, on entend, alors on part sur un truc, je vais... Ouais, peut-être que mes ballonnements, en fait, c'est dû finalement au gluten, donc je vais peut-être essayer d'arrêter le gluten. Alors, je sais pas forcément si je suis intolérante ou pas, mais en tout cas, je vais essayer. Donc, je vais peut-être enlever une catégorie d'aliments. Et finalement, peut-être que dans le week-end, je vais lire un magazine où il y a écrit que le nouveau régime à la mode, ou le truc miracle qu'on a découvert, c'était de faire un régime sans FODMAP, ou je sais pas, un truc plus classique, mais... faire le jeûne intermittent, ou enfin voilà. Et en fait on se perd dans ce fourmillement d'informations, et on sait plus finalement qu'est-ce qui nous convient. Et c'est normal, parce que moi-même je suis passée par là, à chaque fois que je voyais un nouveau truc, j'essayais sans tomber dans le carcan des régimes. C'était pas mon cas, mais par contre au bout d'un moment j'en suis arrivée à un point de me dire en fait je sais plus ce qui est bon, parce que même les graines de chia, finalement on me dit que faut les faire tremper parce que sinon on peut pas les manger, alors je sais plus. Et finalement c'est ce que j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, c'est que l'important c'est de revenir à soi, et c'est pour ça que je mets beaucoup aussi en avant l'intuition, parce que c'est quelque chose qui, je pense, est là pour nous guider, et que quand on revient à soi, on revient aussi au corps, à l'intérieur de soi, et que le corps il ment pas, il sait finalement très bien nous aiguiller, il a sa propre boussole, il a son propre baromètre, il sait nous dire quand ça va pas, et que quand on prend le temps d'écouter, alors je parle pas là de personnes qui ont vraiment des gros troubles du comportement alimentaire et qui ont perdu un peu ces sensations de faim, de satiété, mais aussi d'écoute du corps, et qui sont parfois qui mettent du temps parfois en fait à revenir, mais qui reviennent toujours finalement plus ou moins si on fait un travail aussi sur ça.
Mais du coup, ouais, j'aime bien dire que en fait, quand on revient à soi et quand on revient au corps, on arrive à savoir ce qui est bon pour nous et à sentir surtout ce qui nous fait du bien. Alors comme j'aime bien dire, il y a les fondations, les bases, comme une maison qui serait solide finalement et où on pourrait entrer et sortir librement pour aller chez le voisin manger une pizza et revenir dans notre propre maison avec les bonnes bases et les bonnes fondations qu'on a. Mais tout ça, c'est flexible en fait. Tout ça, c'est pas rigide, c'est pas un cadre... C'est pas un cadre, tu vois, qu'on se met pour se mettre des restrictions, etc. Parce que c'est aussi retomber dans une certaine forme de régime finalement, sous couvert de manger sain, de manger healthy. On peut justement retomber aussi dans ce carcan-là de se dire je mange que des trucs qui sont hyper sains pour nous, hein, parce qu'après l'identification de certains aliments bons ou mauvais, c'est aussi très propre à chacun. Et il y a tout autant de risques. Combien il y a de naturopathes qui tombent dans l'orthorexie Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est trop strict justement? Ou dans la restriction cognitive aussi, qui fait qu'en fait tout passe par le mental. Tout est mentalisé. Avant de manger quelque chose, on se demande tout le temps, mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça va être bien si je mange ça? Oui, mais ce matin j'ai mangé ça, donc je peux pas manger ça maintenant. Et en fait, tout est mentalisé. On a un ordinateur finalement dans la tête qui comptabilise sans cesse ce qu'on mange et on se souvient ce qu'on a mangé il y a une semaine. Et voilà, de retomber là-dedans, pas du tout. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir du coup cette base qui nous permette d'avoir de l'énergie pour pouvoir soit s'occuper de la partie émotionnelle dont on a besoin de s'occuper aussi si on souffre d'alimentation émotionnelle par exemple, ou ne serait-ce que de retrouver de l'énergie pour accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir dans notre journée d'entrepreneur ou dans notre journée de maman, ou en tout cas de ne pas se sentir fatiguée, de ne pas avoir de coups de barre. Le but premier, c'est de retrouver de l'énergie. Enfin, je pense que c'est une des choses principales, ou en tout cas, ça fait partie du package, où dedans, il y a aussi avoir un état de santé optimal. Quand on est en bonne santé sur le long terme, forcément, c'est toujours mieux. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre au-delà de transmettre des clés pour avoir une alimentation qui est plus saine, qui nous correspond mieux et qui nous redonne de l'énergie? Ça c'est le propre de ton activité. Mais en filigrane de tout ça, quel est le message que tu souhaites transmettre? Je pense que ce que je souhaite transmettre, c'est déjà que c'est possible et que ça peut être facile, qu'il n'y a pas besoin que ça soit dur. Parfois, ça nous paraît insurmontable parce qu'on se dit que voilà, on est dans notre routine, qu'on voit pas en fait forcément par où commencer, ou en tout cas on voit pas déjà le bout du chemin et par quelle porte on pourrait entrer. Et déjà je pense que de faire un premier pas vers sa santé, vers son bien-être, c'est déjà commencer en fait le bout du chemin, et c'est finalement le bout le plus dur, et que quand on a fait ça et qu'on s'est mis en route, c'est comme chausser ses baskets pour aller faire sa course à pied ou sa marche du jour. Le plus difficile, c'est de mettre ses baskets et de sortir. Mais une fois qu'on a fait ça, en fait, on a fait le plus difficile. Et je pense que déjà, dans un premier temps, c'est faire un pas vers soi, en fait, et aller à la rencontre de soi-même, aller à la rencontre de ses besoins. Je pense que finalement, c'est lié, en fait, au fait que ce soit possible, mais ce soit possible de se retrouver en fait dans son alimentation, de se retrouver aussi dans une dimension plus globale de bien-être. Ouais, je pense aussi d'aller à la connaissance de soi. Ouais, que presque l'alimentation c'est un angle, comme un prétexte. J'ai souvent l'habitude de dire que moi tout ce qui est projet pro, création d'entreprise, c'est un prétexte finalement pour aller vers une meilleure connaissance de soi. Et donc une meilleure acceptation, une plus grande libération et se révéler finalement. Finalement, nos outils, ce qu'on utilise, est-ce que c'est pas... il n'y a pas une visée plus grande derrière? Ouais, bien sûr. Ouais, je pense que c'est un biais vraiment pour aller à la rencontre de soi, et en fait, ça vient aussi, c'est cette connotation de quoi on se nourrit finalement, et c'est de qu'est-ce que je mets dans mon corps, de quoi je m'abreuve un petit peu au sens dans ce sens-là du terme, de qu'est-ce que je m'apporte finalement. Et effectivement, c'est, je pense, un très bon moyen pour aller à la connaissance de soi. Et je dis souvent que la connaissance de soi, c'est en fait sa meilleure alliée pour une vie épanouissante, parce que finalement... Tu prêches une convaincue là.
Mais finalement, une fois qu'on a acquis ça, c'est des outils en fait qui peuvent nous amener, qui peuvent nous amener sur un épanouissement personnel qui est super chouette. Et ouais, c'est un beau biais, je pense, pour y aller, l'alimentation. Parlant épanouissement, ça a toujours été le cas pour toi ou pas? C'est venu un peu plus dans le tard. Ouais, c'est venu dans le tard aussi. Ouais. Et tu vois, j'ai des frissons quand tu me dis épanouissement. Ça doit être, tu vois, ça doit être un mot qui me titille, mais je pense que c'est venu dans le tard parce que j'ai appris tard enfin, j'ai su tard qui j'étais. Et j'ai compris tard qui j'étais. Et je me suis rencontrée tard. Et en fait, je pense que je me suis rencontrée clairement, je pense que j'avais 30 ans. Et j'ai commencé à savoir que j'avais des émotions, j'avais 33 ans, tu vois, ou 32 ans. Donc c'est relativement récent. Mais ouais, je pense que c'est venu plus tard parce que j'avais pas conscience finalement je me connaissais pas vraiment, du coup j'étais un peu comme endormie. Je me rappelle que quand je racontais à ma mère et à ma sœur finalement comment je me sentais il y a à peu près 1 an de ça, je disais mais j'ai comme des antennes en fait qui me sortent de la tête, où j'ai l'impression de ressentir tout ce qui passe autour de moi, alors que c'était quelque chose qui m'était inconnu avant parce que j'étais complètement anesthésiée. Et en fait j'avais l'impression de me réveiller d'un long sommeil, en fait, dans un monde qui m'était inconnu, qui était aussi le monde des émotions, que j'avais jamais vraiment ressenti, ou en tout cas pris le temps aussi d'aller approfondir, parce que c'était quelque chose, voilà, c'était totalement verrouillé en fait chez moi. Et donc maintenant je ressens des émotions, et même les émotions qu'on qualifierait de désagréables, maintenant je les accueille vachement mieux, avec plus de... Alors peut-être pas plus de sérénité pour certaines, mais en tout cas maintenant je sais qu'elles sont là pour quelque chose, et qu'elles m'apportent aussi c'est aussi cette boussole intérieure de me dire que quand je ressens une émotion, c'est aussi là pour me parler. Et donc c'est venu en fait avec tout ce travail de connaissance de soi, de qui je suis, de ce que j'ai envie d'apporter au monde. Tu dis que c'est récent, ça date d'il y a 1 an. Tu étais déjà entrepreneur, ou ton cheminement il a commencé quand tu étais salariée? Alors, je veux dire que j'ai commencé à me réveiller quand j'étais salariée, un peu après la naissance de mon fils. Je pense que c'est pour tout le monde une phase assez marquante. Et ça a fait son chemin petit à petit, et en fait au bout d'un moment je me retrouvais plus du tout dans ce que je pouvais vivre au quotidien, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, etc. J'avais besoin de plus de sens, plus de profondeur, j'avais besoin de plus de me nourrir en fait autrement, d'apprendre, etc. Tu faisais quoi? J'étais assistante de direction dans une petite boîte d'électromécanique, donc tous mes collègues étaient des hommes, c'était super, mais c'est vrai que je m'ennuyais aussi beaucoup, et j'avais besoin aussi de faire ce qui m'animait vraiment. Et non, j'avais pas d'idée en fait à ce moment-là. Je pense que j'étais en train de me réveiller, mais j'avais l'esprit un peu embrumé, donc je me voyais vraiment partir et faire autre chose, mais quoi, je ne savais pas. En fait, j'ai fait une rupture conventionnelle sans savoir finalement ce que j'allais créer, sans savoir même que j'allais devenir entrepreneur. Pour moi, à ce moment-là, c'est énorme. c'était pas du tout... pour moi, à ce moment-là, j'étais pas encore entrepreneur. Pour moi, à ce moment-là, c'était je vais me former à ce qui vraiment me fait vibrer, et puis je verrai bien. Comment tu voyais l'entrepreneuriat déjà ? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout un monde accessible pour moi. Je mettais ça un peu sur un piédestal. Je me disais que les gens qui étaient entrepreneurs, c'était des warriors, tu vois. Ils étaient super courageux. Ils avaient aussi de l'audace. Je les voyais vraiment. Puis je me disais, mais c'est pas du tout pour toi. Tu seras jamais entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Est-ce que tu te souviens du cheminement ? Alors, en général, c'est pas forcément toujours un déclic, mais où tu t'es dit, ah oui, ça peut être possible, ça peut être mon chemin aussi. Ouais, si, je m'en souviens.
Je m'en souviens parce qu'en fait j'ai fait un coaching de groupe juste à la fin où j'avais quitté mon salariat. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment propulsée aussi sur ce chemin-là. Et je me souviens l'avoir dit, où j'ai senti en fait que tac, ça a switché. En fait j'ai senti vraiment que dans ma posture, je me suis sentie capable d'accompagner l'autre. Et en fait c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bah c'est ça être entrepreneur en fait. Tu vois, dans mon image, un entrepreneur c'était quelqu'un de business. J'avais pas du tout en fait cette image de l'entrepreneur fluide, qui crée une activité sur mesure qui lui parle, vraiment dans l'intuition et tout. Et je pense que c'est pour ça en fait que je me disais que c'était pas accessible pour moi. Alors que quand j'ai compris que vraiment je pouvais créer une activité à partir de qui j'étais, avec ce qui me faisait vibrer, et que je pouvais transmettre finalement tout ce que j'avais à donner à des gens, et que je me suis sentie en fait de pouvoir le faire, bah c'est là que je me suis sentie entrepreneur. Où je me suis dit, bah ouais, j'ai envie d'accompagner quelqu'un aussi sur ce chemin-là. Et je m'en rappelle. C'est marrant. Et tu dirais que c'était la vision que tu avais de l'entrepreneur, c'était conditionné par ton éducation ? Peut-être que j'avais une certaine croyance, peut-être du côté un peu de ma maman qui elle, a toujours fait un travail parce qu'il fallait avoir un travail, et que je pense qu'elle a jamais fait vraiment quelque chose qui l'a passionnée. Et que du coup, j'avais un peu cette image aussi que finalement... entreprendre c'était difficile, c'était compliqué. Mon papa aussi était dans un travail peut-être qui lui plaisait plus, mais en tout cas voilà, un salariat classique, etc. Et j'avais pas forcément autour de moi de personnes, j'ai pas d'entrepreneur en fait dans ma famille, même dans mes amis, enfin je suis vraiment un peu le petit oiseau tombé du nid qui prend son envol un peu comme ça. Donc c'est peut-être un peu conditionné. Et c'est marrant parce que moi non plus, tu vois, j'ai pas du tout de personnes entrepreneurs dans ma famille. Et la difficulté, comme toi, je la mettais sur tout ce qu'il fallait accomplir, sur toutes les démarches qu'il fallait faire, sur l'aspect très pratico-pratique. Et en fait, je sais pas pour toi, mais le plus difficile et le plus beau à la fois pour moi, c'est toutes les phases par lesquelles je passe, toutes les émotions que je traverse, tous les rebondissements, toutes les adaptations que je fais alors que j'aurais pas pensé être capable de m'adapter autant. Et en fait, c'est vraiment là la difficulté, entre guillemets, qui n'en est pas une finalement, qui est très très belle à vivre aussi. Ouais. Complètement. C'est avant tout un chemin un chemin vers soi aussi, comme l'alimentation, mais c'est aussi une expérience de vie finalement. On vient vraiment se rencontrer, et encore aujourd'hui, voilà, ne serait-ce qu'on crée des nouveaux projets, en fait ça vient nous chercher sur certaines choses, ça amène à se remettre en question, ça amène à venir regarder aussi ce qu'on n'a pas forcément envie de regarder. Et en fait, comme tout part de nous finalement, et que c'est un peu l'expression de qui nous sommes, ça vient aussi forcément, on vient aussi regarder qui on est, donc pour apprendre et connaître qui on est, il faut aller un petit peu farfouiller, on va dire, dans tout ce brouhaha intérieur, donc forcément qu'on vient aussi soulever des choses qui sont pas forcément, dont on n'avait pas forcément conscience ou conscientisé. Mais c'est un beau chemin. Ça fait près d'1 an que tu es entrepreneur, un peu moins. Un peu moins. Tu dirais jusqu'à maintenant, quel est le plus gros challenge que tu as traversé ? Ce qui t'a le plus remué ? Pas forcément en termes de difficulté, mais en termes émotionnels, ce qui t'a le plus titillé, remué ? C'est intéressant comme question. J'y avais jamais pensé, tu vois, dans mon parcours. Je pense que c'est le fait de prendre sa place, en fait, mais de prendre sa place dans le sens où pas on s'impose, mais en fait finalement on se montre et on dit qu'on est là en fait. J'ai eu pendant un bon moment en fait cette difficulté un peu à me montrer. Moi, si j'avais pu rester dans mon coin et que personne ne me voit, c'était très bien, parce que je suis déjà d'une nature un peu introvertie, et puis ça me va bien comme ça, mais je sais très bien qu'il faut aussi oser se montrer. Mais je pense que c'est plutôt dans ce sens-là où finalement on se sent capable de pouvoir accompagner quelqu'un, et on se sent légitime de le faire. Et ouais, je dirais peut-être que c'est dans ce sens-là.
Alors peut-être plus en rapport à un lien avec ma dernière formation, parce que c'est tout récent, que j'ai plein de nouveaux outils, j'ai plein de nouvelles connaissances et que du coup, voilà, j'expérimente encore, etc. Mais ouais, de pouvoir aussi, peut-être ça, accompagner en fait sur un sujet qui a été pour nous une expérience de vie et qui a été un sujet pour nous marquant aussi dans notre vie. Peut-être que ça fait ça, peut-être que c'est ça, je dirais. Ouais, ça vient toucher forcément à plein de choses. Hein. Là, tu parles de la légitimité finalement. Est-ce que je suis assez légitime pour parler de ça, pour me montrer, pour accompagner Ouais. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais de toute façon, qu'est-ce que j'ai à apporter de plus ? Il y a déjà des expertes en nutrition santé, etc. Qu'est-ce que moi je vais apporter de plus ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé ça ? Ouais, je me le suis déjà dit. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais toujours quelque chose à apporter de plus que quelqu'un qui ne savait rien. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui en sait moins que nous quelque part et que on n'est pas forcément aussi obligé de tout savoir et de tout connaître. J'ai fait aussi un peu de chemin là-dessus, donc c'est vrai que c'est plus quelque chose qui me pose trop problème aujourd'hui, et je pense que j'ai compris aussi que ce qu'on avait à apporter, c'était aussi beaucoup de nous-mêmes, et que c'était ça aussi le plus important, bien au-delà de tout ce qu'on peut savoir et connaître. Finalement, c'est ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a vécu, et tout ce dont on a transcendé de toutes les formations qu'on a faites, etc. En fait, tout ce qu'on a expérimenté et mis en application, du coup, qui fait qu'en fait, on est capable d'accompagner quelqu'un sur ce chemin-là. Et puis accompagner, au-delà des outils et de toutes les formations que tu pourras faire, c'est déjà la rencontre. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui t'anime vraiment. Et pour le coup, on est similaires toutes les deux. T'as envie d'avoir des rencontres profondes, où il se passe vraiment des choses, où on va loin avec la personne. Ouais. C'est ça qui t'anime plus. Et le reste, ça reste des outils que tu vas piocher dans ta petite mallette et de ce que la personne a besoin. Ouais, c'est vrai que je ressens vraiment cette envie qui est finalement pas un résultat, mais en tout cas qu'il y ait vraiment une transformation, parce que je pense déjà que ça peut être tellement bénéfique en fait pour la personne qui le vit, et que moi c'est quelque chose aussi que j'ai pu vivre, et que quand finalement je me suis reconnue et que je me suis dit mais c'est toi en fait, t'es comme ça, ça y est, je te vois, je te connais, enfin j'ai compris maintenant qui tu es, comment tu fonctionnes, pardon en fait de pas t'avoir vu avant parce que t'étais juste là dessous. Et en fait, je me dis que si je peux donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir vivre ça et de se dire ça, je me dis que waouh, c'est génial en fait, parce que on a tous droit d'être heureux, d'être bien dans notre vie, d'avoir de la joie, de faire ce qui nous plaît, de se nourrir de ce qui nous passionne, sans combler par l'alimentation, mais ouais. Je pense que du coup, ça et même quand on croit que c'est pas possible, ça peut l'être. Il y a toujours un possible quelque part, je pense. Quoi. Parfois, je pense qu'il y a une grosse notion de... Chez moi, il y a une grosse notion, je pense, d'espoir aussi. Et je pense que c'est un mot, tu vois, que j'avais jamais conscientisé, mais ça a été quelque chose de très important, moi aussi, dans ma vie, parce que il y a eu des fois où j'ai dû garder espoir, et parce que sans espoir en fait je serais pas là en fait, clairement. Et du coup je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a portée, parce que pour moi c'est le cœur de la vie aussi, l'espoir, l'amour, et finalement je pense que ça se retrouve aussi dans ce que j'ai envie de distiller, de partager, c'est qu'il y a toujours un espoir quelque part, parce que même quand tu crois qu'il n'y en a plus, même quand tu crois que en fait c'est la fin, et que après je vais pas rentrer dans le détail de mon histoire parce que ça n'intéressera pas forcément les gens, mais même quand tu penses que la vie s'éteint et qu'il n'y a plus d'espoir, peut-être qu'au fond il y a toujours une petite lueur, une petite lumière qui brille, et qui est toujours là finalement. Est-ce que tu penses que sans cette difficulté de santé qui a pris beaucoup de place à un moment donné dans ta vie,
tu aurais eu l'impulsion d'un moment donné vivre de ta passion? Vivre de ce qui était là à l'intérieur de tes élans? Est-ce que tu serais pas restée dans une certaine forme d'anesthésie un peu confortable? Ouais. Typiquement, pour juste recontextualiser, en fait, j'ai eu une opération à cœur ouvert, donc du coup en 2015, donc j'avais 25 ans. Et en fait, j'ai eu une vie après et j'ai eu une vie avant. J'ai eu 2 vies, en fait. Et finalement, qui j'étais avant, c'est plus du tout la personne que je suis après. Et ça doit certainement arriver à beaucoup de personnes qui vivent aussi des épreuves difficiles. Et je pense que en fait, la personne que je suis devenue après, qui finalement avait cet amour de la vie, parce que clairement, si j'avais pas été opérée, je serais plus en vie aujourd'hui. Mais je pense que c'est ça en fait qui m'a portée vers cet élan de pouvoir faire ce qu'on veut parce qu'on n'a qu'une vie et que la vie ça doit pas être difficile, que la vie c'est pas fait pour souffrir, que la vie c'est pas fait pour passer des mois à l'hôpital, et que même si c'est le cas, en fait quand on sort, le seul truc que j'avais envie de faire quand je suis sortie de l'hôpital c'est de faire du vélo, parce que je pouvais pas faire du vélo avant. Et je me dis mais tous ces bonheurs, petits bonheurs simples de juste je peux faire du vélo. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire du vélo. Il y a des gens qui peuvent pas monter les escaliers. Il y a des gens qui peuvent pas voir leur famille avec leurs yeux. Il y a des gens qui peuvent pas sentir leurs proches. Enfin, et tout ça, en fait, je pense que ça m'a portée en me disant que la vie, c'était maintenant, que la vie, c'était pas... Je voulais plus que ça soit dur, en fait, je pense. Et je voulais juste garder l'espoir, finalement, d'offrir un bien-être... déjà à moi-même et d'offrir de la joie et un bien-être à toutes les personnes qui seront à mon contact, si je peux faire un peu plus grand que les personnes que j'accompagne. Et quel plus beau symbole que la vie que l'alimentation en fait. Et comment ramener de la vitalité, c'est en premier lieu avec l'alimentation. Ça semble tout naturel que... Ouais, du coup dans ton... Comment dire, dans ton vocabulaire, il y a quand même toutes ces notions autour de la vie, de la vitalité. En fait, sans vie, il n'y a plus rien, quoi. On est mort. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré pour te lancer, déjà? Des gens qui m'ont inspiré pour me lancer, je sais pas. À l'époque c'est vrai que je suivais un coaching de groupe, donc j'avais ma coach aussi, Maëlys Lepetret, qui à ce moment-là qui était très présente, et forcément c'est une personne que j'avais choisie parce que ça me parlait beaucoup. Donc elle m'a inspirée aussi par son parcours et par la façon dont en fait elle vivait son activité. Après j'ai pas eu vraiment, je pense que c'est plus des gens au quotidien en fait, et des gens proches de moi au fur et à mesure en fait, même des gens peut-être de ma famille, mais juste de par leur vécu, leur force de vivre aussi. Je pense que j'étais ma première inspiration, mon premier moteur. Ça fait un peu narcissique dit comme ça, mais finalement je revenais toujours à moi et à me dire rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi qui tu es et où tu veux aller. Et c'est ça qui m'aidait aussi à avancer. Et là comme ça il n'y a personne, tu vois, vraiment, à part... Quand tu as fait ce coaching de groupe, tu avais déjà l'idée de devenir entrepreneur ou c'est venu pendant? Ouais, c'est venu pendant. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais, quand j'ai commencé, en fait, la vie est toujours bien faite, et je trouve toujours plein de belles synchronicités dans tout ce qui se présente à moi. Et en fait, c'est arrivé, si tu veux, 15 jours après que j'ai quitté mon salariat, y avait le coaching qui démarrait. Et alors j'étais là, je le fais pas. Et je me dis, c'est le moment, faut que tu le fasses. Et je l'ai fait, et en fait ça a été une révélation. C'était merveilleux, c'était génial. Alors ça m'a remué aussi, mais en fait je suis allée là-dedans sans vraiment savoir où j'allais. Et pendant le coaching c'est venu. En fait tout ce qu'on est venu travailler, chercher, définir, pour se comprendre, etc., savoir où on voulait aller, ce qu'on voulait faire, tac, à un moment donné ça a switché. Je me suis dit mais en fait je suis capable déjà d'accompagner quelqu'un avec ce que je suis déjà, voilà, là en l'état, voilà, sans... voilà. Ouais. Super.
Mais si tu veux, on va vers la conclusion de cette interview. On va finir peut-être par la minute bien-être, la minute qui fait du bien. Est-ce que tu aurais des recommandations alors de personnes inspirantes, de livres qui t'ont particulièrement marqué, une citation, un mantra? Ouais, alors je vais citer peut-être en premier Julie Rojon, qui est ma formatrice actuellement et qui a écrit un livre sur l'alimentation émotionnelle. Je vais la citer parce qu'elle est très bienveillante, elle est douce, souriante, et que c'est voilà, une personne en ce moment avec qui je suis beaucoup en contact, et que forcément ça m'inspire aussi. Donc je vais citer elle pour la référence aussi en alimentation émotionnelle, parce que son livre aussi est un bon premier pas pour les personnes qui seraient intéressées à découvrir ce sujet. Tu peux reciter le livre? Le livre, c'est Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, il me semble. De Julie Rojon, je crois que c'est les éditions First. Voilà, elle m'inspire aussi de par son parcours, parce que voilà, et de par la personne qu'elle est. Et je pense que c'est avant tout les personnes parce qu'elles sont qui m'inspirent. Est-ce que... je reviens en arrière. Ouais, on conclut pas. Là, c'est une personne alors, qui est formatrice, qui a écrit un livre. Est-ce que c'est des choses dont, secrètement, peut-être au fond de toi, tu aimerais, peut-être dans 5 ans, 10 ans, transmettre toutes les connaissances que tu auras pu acquérir, expérimenter? Ouais, tout à fait, bien sûr. Déjà, écrire un livre, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Même avant d'être entrepreneur, je voulais écrire un livre sur mon histoire, etc. Et ça a toujours été en toile de fond, tu vois, de me dire un jour j'écrirai un livre. Ou en tout cas, j'aimerais bien écrire un livre. Parce que j'adore la lecture, j'adore l'écriture aussi. Et bien sûr, le fait de transmettre, alors ça, c'est vraiment aussi un gros point. C'est quelque chose aussi qui m'anime beaucoup, le fait de partager, de pouvoir un peu comme transmuter finalement tout ce qu'on apprend, et de pouvoir le retransmettre et le retranscrire pour des personnes, alors peut-être pas dans un cadre professionnel, bien que ça serait aussi quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, mais ne serait-ce qu'à des personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur l'aspect nutrition, etc. Mais ouais, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'attire. Je pense que c'est pour ça que le parcours de Julie me parle aussi beaucoup. Ouais, d'accord. Si tu devais transmettre un dernier message, une dernière parole peut-être sage, ça serait laquelle? Sachant qu'on a notamment des femmes entrepreneurs qui nous écoutent, ça serait quoi le message? Le message, ça serait garder toujours en vous cette flamme intérieure en fait qui brûle et qui vous permet de vous éclairer les soirs de de nouvelle lune, où la lune est cachée, où on a l'impression que tout est noir. Et parfois quand je suis toute éteinte, mon conjoint me dit que j'ai perdu ma flamme intérieure. Alors je lui dis que pour les mamans, je suis comme un petit salamèche qui aurait perdu sa flamme, et que en fait quand cette flamme elle brûle à l'intérieur de nous, ça se voit à l'extérieur. Et que c'est le meilleur cadeau en fait qu'on puisse faire aux personnes qui sont autour de nous. Et donc juste garder espoir. C'est la principale ressource en fait, on va se raccrocher toujours à ça. Ouais. Et on se découvre des talents insoupçonnés pour venir s'adapter aux difficultés du moment, parce qu'il y a cette flamme et le jour n'y est plus. Et c'est un bon moyen aussi de se dire ah mais là en fait j'ai perdu mon étincelle. Et les gens qui vous connaissent bien le voient aussi. Et là il y a quelque chose qui va pas. Je vois que t'as plus les yeux qui brillent comme avant, qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est un bon moyen aussi pour retrouver son chemin et se réorienter et repartir à la connaissance de soi. Et tu arrives d'ailleurs à faire attention à cette flamme quand tu prends tes décisions, quand tu te diriges vers un projet. Ouais. Aujourd'hui, tu arrives. J'arrive. Alors, j'écoute beaucoup plus qu'avant, bien que j'écoute pas encore tout à fait mon intuition. Mais j'ai toujours une intuition très forte. J'avais tendance à me dire que c'était pas vrai, en fait, que ça existait pas vraiment, que finalement, parfois on sentait des choses, mais que c'était pas... Bon, c'était peut-être le hasard. Et en fait, c'est jamais le hasard. En fait... tout ce qu'on sent à l'intérieur de nous, ce que notre corps nous dit, ce qui se passe quand on ressent vraiment les choses, et quand on a envie par exemple de choisir telle ou telle voie ou de prendre une décision, en fait ça existe quoi, c'est
c'est palpable et si on écoute vraiment, on sait. Et je m'attelle chaque jour à vraiment écouter de plus en plus mon intuition, ou en tout cas à lui faire confiance. Parce que l'écouter, je l'entends, mais je lui fais pas toujours confiance. Et parfois, j'ai tendance à vouloir aller confirmer l'intuition que j'ai eue, qui finalement s'avère toujours être la bonne. Parfois, ça m'amène un peu quelques déboires, mais du coup, je m'attelle à vraiment plus me faire confiance aussi de ce côté-là. Oser écouter son élan de vie, ça peut être le titre de cet épisode, peut-être. Oui, oser écouter son élan de vie. Ouais, super, très beau titre. Je te remercie, Marion. Merci à toi, Marjorie, de m'avoir invitée. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous retrouve au moment du montage de cet épisode et c'est comme si, une deuxième fois, les mots de Marion venaient s'infuser en moi, des mots de vie, d'amour inconditionnel de vie, d'espoir aussi. Je vous conseille 1000 fois son travail. Je vous mets dans les notes de l'épisode toutes les infos nécessaires pour aller voir ce qu'elle propose, pour aller la contacter si son énergie vous appelle. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à toutes les personnes à qui ça pourrait faire du bien, à mettre 5 étoiles à ce podcast pour le rendre plus visible. Et je vous dis à bientôt.